Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur The Mandalorian saison 2 épisode 6, un épisode court, très court, avec 27 minutes environ si on ne compte pas le récap d'intro et le sublime générique de fin, avec Robert Rodriguez à la réalisation. Et comme d'habitude, si vous souhaitez vous abonner à Disney+, vous trouverez un lien en description de la vidéo, ce qui vous permettra de soutenir la chaîne au passage. Donc merci à vous et merci à Disney. Dès qu'on voit s'afficher le titre de l'épisode, la tragédie, on commence à s'inquiéter et pas besoin d'être devin pour supposer que ce qu'on redoutait depuis longtemps allait finalement se concrétiser. Et tout commence comme souvent dans le cockpit du Razor Crest avec une scène tendre et émouvante entre Mando et l'enfant qui sont devenus pour nous Din Djarin et Grogu, entre la saison 1 et cette saison 2. Une scène importante à plusieurs titres. Pour commencer, c'est la dernière qu'on verra dans ce cockpit devenu si familier, et surtout, le dialogue qui s'instaure en révèle beaucoup, je pense, sur l'enjeu final de la série. Pour toutes les qualités qu'on peut reconnaître à la série The Mandalorian, je pense que son essence même réside dans ce lien si particulier et si émouvant qui s'est tissé entre ces deux personnages. Mando a pris Grogu sous son aile, mais au final c'est aussi Grogu qui l'a parfois sauvé physiquement et qui distille en lui une évolution ou du moins une révélation d'une capacité latente à l'empathie. Et quand Mando explique à l'enfant qu'il est trop puissant et qu'il ne peut pas l'entraîner, qu'il ne peut pas s'occuper de lui, qu'il doit le confier à des gens capables de le faire, je pense qu'il cherche au moins autant à se convaincre lui-même que le petit bonhomme. Et une conviction s'est imposée à moi avec cette scène. Pour la toute première fois dans Star Wars, je ne veux pas qu'un personnage développe sa maîtrise de la Force. Je pense qu'Ahsoka Tano avait raison et que Grogu serait bien plus heureux en laissant ses capacités s'étioler. Même s'il n'est qu'esquissé, on voit là un questionnement intéressant dans des sociétés qui voient parfois les enfants comme des potentiels à pousser à leur maximum, en oubliant parfois que l'essentiel réside sans doute ailleurs et que la performance n'est pas en soi la clé du bonheur, à supposer qu'il y en ait une. Et le thème de la relation filiale reviendra évidemment dans l'épisode avec Boba Fett et son armure, mais revenons plutôt à cet très ancien site Jedi. Visuellement, Titan est étonnante et je pense que la planète et le décor qu'elle offre résument bien les réactions très opposées que j'ai pu lire au sujet de l'épisode et surtout de sa réalisation. Robert Rodriguez est connu pour Desperado, Spy Kids, Sin City ou encore Alita Battle Angel. À mes yeux, c'est loin d'être le maître du bon goût, mais je lui reconnais bien volontiers un certain savoir-faire en termes d'action. Quoi qu'il en soit, on sent qu'il a voulu donner de la matière, du poids, voire un aspect terre-à-terre à cet épisode, tout en jouant aussi avec des effets à la limite du too much, ou qui franchissent même allègrement cette limite, mais j'y reviendrai plus en détail en abordant les combats. Ce décor est donc dépouillé, réduit au strict minimum dans un environnement naturel avec des tas de rochers pour jouer à cache-cache, au hasard avec des gars en blanc qui ne seraient pas visés. Avant que le chaos ne se déchaîne, une certaine quiétude émane des lieux, et notamment du cercle de pierre qui n'est pas sans rappeler Stonehenge. On a même en VO Boba Fett qui désigne la hauteur par le terme henge, qui correspond exactement à ce type de structure préhistorique monumentale. La présence du petit papillon bleu vient incarner celle de la Force sur cette planète qu'on aurait pu éventuellement souhaiter plus mystique en apparence, même si la simplicité naturelle est finalement plus proche sans doute du symbolisme véritable de ce concept universel. Et on s'amuse bien sûr de la démarche très pragmatique de Mando qui recherche un système de démarrage pour la pierre. Ceci dit, quand Grogu entre enfin en méditation et qu'elle s'allume, on distingue des glyphes qui correspondraient apparemment à une langue ancienne typique, et c'est là que le terme de vieux site archéologique prend tout son double sens. On peut aussi s'amuser de la ressemblance assez vague peut-être entre cette demi-sphère à la ligne médiane bleutée et la boule du levier du Razor Crest. Et bien sûr, l'arrivée du vaisseau Slave One ne peut que donner du baume au cœur aux fans, tant sa forme est reconnaissable et l'ombre de Boba Fett est déterminante sur la naissance même de la série. Et en voyant arriver ce vaisseau, la première réaction de Mando, de Din Djarin, est très logique, il essaie de récupérer l'enfant et se fait rejeter une première fois. Durant l'épisode, il essaiera par 3 fois et par 3 fois sera rejeté par le champ de force. Alors oui, déjà on peut y voir un certain symbolisme des 3 fois, et certains s'en moquent surtout et trouvent ça illogique et ridicule. Personnellement, j'y ai vu la nouvelle démonstration non seulement d'une incroyable persévérance qui caractérise Mando, mais aussi de la puissance de son attachement à l'enfant pour lequel il est prêt à souffrir encore et encore. En revanche, ce qui me pose nettement plus de problèmes dans la fameuse suspension d'incrédulité, c'est le timing de l'arrivée de Boba Fett et de Fennec Shand. Dès la saison 1, j'avais évoqué l'idée que Boba Fett avait pu récupérer de la sniper d'élite, donc sur ça aucun souci, et dès l'épisode 1 de cette saison 2, j'avais évoqué la possibilité qu'il veuille récupérer son armure, même s'il aurait pu aussi évoluer différemment, donc aucun souci non plus.
Mais pourquoi sur Titan précisément et pas avant? Et surtout, comment Boba Fett a-t-il fait pour suivre Mando d'un saut en hyperespace à l'autre? On sait que c'est impossible a priori sans avoir un mouchard dans le vaisseau, et d'autant plus que Mando a désactivé l'espèce de signal de reconnaissance du Razor Crest, on l'a déjà vu dans un épisode précédent. À moins que je ne me trompe, on n'a absolument aucune explication sur ce comment qui tombe alors par défaut dans le besoin scénaristique, et ça c'est toujours gênant quand on le sent, exactement comme quand Mando dépose son jetpack. À ce moment précis, je me suis dit « Ah, il va devoir remonter chercher Grogu et il sera trop lent ». Pour les côtés positifs, en revanche, on a l'incarnation de Boba, le petit ourson dans Le Chasseur de Primes, par Temuera Morrison. Non mais je déconne, mais je l'ai vraiment trouvé charismatique dans le rôle, même si ses dialogues n'étaient pas les plus naturels au monde, au moins ils avaient de la solennité et de la résonance. D'abord, quand Mando lui demande s'il a fait sien le credo des Mandaloriens, Boba répond « Je ne donne mon allégeance à personne », ce qu'on peut traduire pour nous, spectateurs, qu'il n'est pas inféodé à l'Empire, même s'il a déjà travaillé pour eux par le passé. Puis en parlant de Fennec, il dit « Elle a été laissée pour morte dans les sables de Tatooine, comme moi », ce qui pose bien les choses, il a bien survécu au Sarlacc, ce qui posera problème à certains, mais bon, c'était déjà acquis ou presque, parce que c'est vrai que pour l'instant, le principal fait d'armes de Boba Fett reste quand même d'être tombé dans un trou avec des dents. Et enfin, Boba reprend presque mot pour mot une réponse que Jango Fett, désolé, qu'il avait faite à Obi-Wan dans l'attaque des clones. I'm just a simple man trying to make my way in the universe. Et dans l'épisode I'm a simple man making his way through the galaxy like my father before me. Boba Fett appelle donc Jango son père et c'est normal puisque Jango l'a élevé pendant tout le début de sa vie. Et puis de façon plus prosaïque, c'est son clone, donc il est assez logique qu'il s'exprime presque à l'identique, même s'ils ont bien sûr eu un vécu différent. Et au passage, je suppose que les problèmes de digestion, c'est maintenant du passé pour Shand, plus besoin de tisane badiane anis fenouil pour Fennec. Bon, les transports de troupes ont atterri et ils rappellent la forme de ceux du premier ordre, ok. Mais avez-vous fait attention à la séquence d'ouverture de la première navette? Volontairement, on nous donne l'impression que ce sont des formes sombres à l'intérieur, mais quand les Stormtroopers avancent et se révèlent avec leur armure blanche habituelle et inutile, j'ai ressenti un soulagement. Ce ne sont pas les Dark Troopers. Alors ce qu'on a ensuite, c'est un véritable festival de tir aux pigeons, bien sûr comme d'habitude, mais reconnaissons tout de même que le trio Mando, Boba, Fennec ont un véritable avantage avec une position en hauteur qui leur offre une vue dégagée sur leurs assaillants. Et dans toute cette succession de phases de combat de tir, je peux vous dire que si on fait les comptes avec attention, la véritable MVP de ce shoot 'em up, c'est bien Fennec Shand, si on met de côté l'explosion finale, parce que ça c'est un peu de la triche. Et Fennec Shand c'était aussi peut-être la plus intéressante à suivre, puisqu'elle courait un éventuel danger, même si, bon j'avoue, il y avait très peu de risques qu'ils viennent la flinguer 5 minutes après l'avoir ramenée d'entre les morts. Alors bon, c'est vrai, courir sur une crête avec une mitrailleuse laser aux fesses, c'est pas le truc le plus malin à faire, mais elle devait manquer d'options en termes de chute non mortelle. Elle pousse un gros rocher et les troopers, trop obnubilés par les aventuriers de l'Arche perdue, oublient de courir sur le côté, ils n'ont pas dû voir la scène du vaisseau qui tombe dans Prometheus. Boba entre en action avec son bâton de berger, enfin de Tusken, et je vous parlais d'un sens de la matière, du poids, du réel, et là on le sent parfaitement dans la violence de chaque coup porté, avec les corps désarticulés des pantins en blanc pour en témoigner. Du côté des troopers, le mortier est déployé en plein champ de tir, et on remarque le liseré orange de l'armure de l'opérateur contre le rouge, qu'avait celui du lance-flamme de fin de saison 1. La puissance de feu des troupes de l'Empire reste malgré tout minable, et comme d'habitude, le seul touché sera Mando, qui s'en fout grâce à son armure de la mort. Au moins, on a un usage un peu malin quand il sert volontairement de couverture à Fennec Shand, le tout pour ménager le retour en fanfare de Boba Fett, qui porte son armure encore plus serrée que mes t-shirts. Bon, je ne sais pas si Cobb Vanth l'a lavé sur cycle coton cette armure ou si Boba a pris du bide, mais l'important, c'est évidemment qu'il défouraille du bidasse en folie comme une armée d'une seule personne. Entre l'uppercut avec option fusée les missiles qui sortent des genoux, pas étonnant que les troopers finissent par faire nope, pousse, on se casse. Et quand je parlais précédemment de too much, c'est dans les deux choix qui m'ont agacé dans la mise en scène. Le premier, quand Boba Fett tue un gars qui se relève sans se retourner, c'est du vu, déjà vu, revu, et c'est tellement éloigné de ce que ferait un véritable combattant d'élite. Et le second, c'est la façon dont on lui demande sans doute sur le tournage de se détourner de l'explosion après le tir de missile. On est dans le cliché pur et dur. Alors certes, c'est voulu ce cliché sans doute, mais moi ça m'agace. Seul point qu'on peut éventuellement trouver amusant, Boba Fett répond au compliment de Mando en lui disant qu'il visait l'autre navette, et effectivement, quand on revoit la scène, son viseur était bien loqué sur la navette d'en bas à gauche. Reste maintenant à ce que cette fameuse tragédie du titre survienne, et paf, le Razor Crest. Gros coup dur pour ce vaisseau auquel on s'était presque autant attaché que Mando lui-même.
Et la tragédie, c'est bien sûr aussi que le champ de force autour de Grogu a disparu quelques secondes à peine après le dernier départ de Mando, et quand les Dark Troopers sont envoyés, on sait que c'est déjà foutu. Au passage, comme je le supposais, ce sont des droïdes qui ne sont pas sans rappeler les armures autonomes d'Iron Man 3, la force n'a rien à voir avec eux, et Moff Gideon n'a sacrifié ses Troopers que comme une diversion, tout comme la destruction du Razor Crest. Le tableau de bord du Slave One correspond presque exactement à celui vu dans la prélogie, et on comprend que Boba est d'une moralité toujours aussi grise, contrairement à Mando, il est prêt à détruire l'enfant avec les Dark Troopers. Dans les cendres ne reste que la lance de Beskar, toujours pour préparer un duel bien sûr contre le sabre noir de Moff Gideon, et la sphère, symbole ultime du lien entre Din Djarin et Grogu. Une relation filiale qui est à nouveau au cœur de l'histoire quand Boba tient à démontrer sa bonne foi en révélant le texte mandalorien inclus dans son armure. Sur Reddit, Orbital Sander 2 a traduit au mieux, et cette traduction partielle évoque la planète Concord Dawn et Jester Merrill, celui qui aurait recueilli Jango Fett. Tout cela provient de la BD Jango Fett Open Seasons, sortie chez Dark Horse en 2002. Dans cette version, Jester Merrill avait combattu Vizsla sur la planète Concord Dawn du système de la planète Mandalore, et au cours de cet affrontement, une famille avait été prise entre deux feux, entre guillemets, même si bon, en gros c'est les troupes de Vizsla qui les avaient tués pour avoir des informations, et le seul survivant c'était Jango Fett, que Jester Merrill a pris sous son aile, et qui est donc devenu un foundling, un orphelin, tout comme Mando. Alors a priori, je sais bien qu'initialement, Jango Fett ne devait pas être un véritable Mandalorien si on en croit Dave Filoni et ce qu'il dit de la vision initiale de George Lucas, mais bon, certaines évolutions peuvent toujours être intéressantes, même si elles divergent de la volonté initiale de George Lucas, tant qu'elles apportent de la substance. Ce qui me semble intéressant à long terme, c'est que Mando ne prend pas encore conscience que Grogu est lui aussi un foundling, et qu'il pourrait parfaitement envisager de l'élever pour en faire un Mandalorien. Ça peut vous paraître fou, mais la logique est pourtant presque parfaite, et j'y reviens dans un instant. L'Empire est donc de retour, mais heureusement le sens de l'honneur aussi, et c'est avec deux solides alliés que Mando va se mettre en route pour trouver une solution pour récupérer coûte que coûte le petit Grogu. Mando va chercher logiquement l'aide de Cara Dune pour faire libérer l'ancienne impériale de l'épisode 6 de la saison 1. Bon, au passage, on voit toute une série de visages de détenus sur l'écran, dont certains correspondent à ceux qui avaient tendu une embuscade à Mando sur Tatooine, mais pas la peine de s'étendre là-dessus. Plus intéressant, à bord du croiseur, dans sa cellule, Grogu fait un usage violent de la force, en proie à la colère et sans doute à la peur, ce qui ne peut que faire écho aux paroles d'Ahsoka Tano. Moff Gideon le provoque avec le sabre noir, et justement ce sabre noir, il appartenait initialement à Tar Vizsla, premier Mandalorien à devenir Jedi. Et ne serait-ce pas la parfaite référence pour deviner un éventuel futur pour Grogu? D'une manière ou d'une autre, le destin de Mando le rapprochera de la planète Mandalore. D'ici là, il faut libérer Grogu avec une équipe de badass, et peut-être l'intervention opportune d'un Jedi qui aura perçu la présence du petit bonhomme dans l'équilibre universel de la Force. Alors attention Moff Gideon, œil pour œil et dent pour dent. Et bien sûr, vous le savez, si vous n'avez pas encore jeté un œil à mon livre Captain Popcorn Universe disponible en librairie, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien je serai obligé de faire usage de mes pouvoirs cosmiques pour faire rétrécir toute votre garde-robe et vous ressemblerez à Boba Fett avec son ancienne armure. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!